Tout d'abord, bienvenue à toutes et à tous. On est heureux de vous accueillir pour cette troisième semaine de webinaire. C'est ça doit être presque la 14e session. Et celle-ci est consacrée aux transformateurs. Alors, on aura largement l'occasion pendant ce webinaire de dire ce que sont les transformateurs et quel est le rôle des transformateurs dans le cadre d'une économie circulaire appliquée au bâtiment. C'est un rôle extrêmement important. Et donc, je suis Eric Alodi, je suis le fondateur de Psycléa. Et la présentation sera faite par Caroline Lecointe, qui est experte en bâtiment circulaire, et Justine Saint-Hilaire, qui est experte en data management de données en économie circulaire appliquée au bâtiment et au territoire. Donc, bienvenue, j'espère que tout le monde se porte bien. On voulait juste vous dire en intro pourquoi on a lancé cette alliance bâtiment circulaire. Ça nous a paru vraiment important, notamment pendant cette période de crise, parce qu'on s'est dit on ne peut pas sortir de cette crise identique en termes de mode de pensée, en termes de perception de la réalité, en termes d'action, qu'avant la crise. On a été confronté à des pénuries et des douleurs en fait significatives. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'aujourd'hui, on se focalise beaucoup sur la pénurie, on en parle beaucoup des masques, des gels, des respirateurs, etc. Et pour l'instant, la pénurie qui est sous-jacente, qui est celle des ressources qui permettent de fabriquer ces objets-là, on en parle encore très peu, en tout cas c'est très peu dans la conscience, et on verra que comme le bâtiment est un gros consommateur de matières premières, euh, c'est d'ores et déjà qu'il faut commencer à s'atteler à la tâche et à changer de modèle. Donc on s'est dit comment on peut aider, faire en sorte qu'il y ait une prise de conscience plus grande qui intervienne autour de ces sujets-là, de ces enjeux-là. On a donc posé cette idée d'Alliance Bâtiment Circulaire. Ce n'est pas une association, ce n'est pas un business de la formation, il ne s'agit pas de vendre quoi que ce soit. On va partager nos bonnes pratiques, nos découvertes, notre expérience depuis 13 ans qu'on agit, qu'on déploie l'économie circulaire en France en tant que Psycléa. On a commencé en 2007 en ayant introduit en France le concept de Cradle to Cradle, qui se déploie de plus en plus en France et de par le monde. Et on s'est dit, ça serait super si finalement il y avait les acteurs du bâtiment pouvaient partager leurs expériences, leurs bonnes pratiques, leurs produits, leurs méthodologies de manière un peu collective, de manière un peu ouverte. En tout cas, nous, c'est ce qu'on souhaite chez Psycléa, c'est partager nos découvertes, partager nos savoir-faire, de manière à ce qu'on puisse les intégrer dans des écosystèmes collaboratifs qui sont la base de toute économie circulaire. Donc ça, c'est vraiment important. Donc, tout simplement, l'idée, c'est de se dire, ben voilà, on a tous un impact en tant que contributeur au secteur du bâtiment, que l'on soit investisseur, promoteur, architecte, facility manager, transformateur, etc. Comment on peut prendre conscience des interdépendances qui existent entre tous ces acteurs-là? Comment on peut vraiment concevoir un bâtiment circulaire qui soit source de revenus et d'impact positif sur la santé et sur les ressources, plutôt que source de déchets et de coûts pour les propriétaires de ces ressources usagées? C'est un petit peu ça vraiment l'esprit. Et l'invitation de cette alliance, c'est tout simplement de dire à ceux qui ont envie de partager, d'abord de découvrir ou d'approfondir, ils sont les bienvenus sur ces séminaires-là, sur ces webinaires-là, quels qu'ils soient, pour l'utiliser, l'appliquer autant qu'ils le souhaitent dans leur propre domaine d'intervention et d'expertise. Et puis ceux qui veulent en plus contribuer, venir partager sur ces webinaires régulièrement, nous on se charge de tout. On organise la communication autour de ça, on crée l'écran en gros pour que la personne puisse venir partager ses bonnes pratiques, son expérience, ses produits, ses méthodologies ou ses questionnements, et de manière à ce que ce soit de plus en plus un foisonnement de partage et d'acculturation, parce qu'on verra, on ne peut pas vraiment faire de l'économie circulaire si on n'a pas un changement de paradigme. Et donc, c'est ça, encore une fois, qui nous a aidés et motivés à faire cette alliance-là. D'ailleurs, si vous souhaitez retrouver ce qui s'est passé sur les 3 semaines précédentes, vous pouvez aller sur le site de Psycléa, donc dans Alliance Bâtiment Circulaire, où vous avez les programmes qui vont continuer en fait à s'enrichir en fur et à mesure des contributions. On a mis un certain nombre de statistiques. Là, on est plus de 113, ça date du 4 mai, plus de 113 entreprises et territoires qui ont suivi, comme vous, ces webinaires-là. Un certain nombre qui ont commencé à contribuer. Et on a recensé aussi les projets qui sont
construit sur le mode d'économie circulaire dont on va parler en France. Et ça représente environ à peu près 400 000 m². Et si vous êtes intéressé, vous pouvez donc découvrir cette liste-là et les participants donc, dans les documents qui sont disponibles depuis notre site internet. Donc, pour nous, la transparence et la collaboration est majeure. Et si vous souhaitez suivre, retrouver les enregistrements, c'est possible en allant aussi sur cette page-ci où vous trouverez en fait l'ensemble des enregistrements qui ont eu lieu depuis que ça a commencé sous forme de présentation et aussi au niveau des questions-réponses. Sachez qu'aujourd'hui, c'est quelque chose qui a commencé. Alors, il y a en France, le patrimoine, c'est à peu près 1 milliard de mètres carrés. Et il y a 50 millions de mètres carrés qui sont construits tous les ans. En France, il y a, on vient de voir, à peu près 400 000 mètres carrés de bâtiments circulaires construits selon la méthodologie que vont rappeler Caroline et Justine dans un instant. Donc, ils sont construits en France. Ça se développe aussi pas mal dans le Benelux, en Espagne, un peu dans les pays scandinaves. Mais la France est bien placée aujourd'hui et on compte bien, à travers ces échanges, ces partages de bonnes pratiques entre nous tous, faire en sorte que la France prenne un rôle majeur en France comme à l'export en matière de bâtiments circulaires. Et vous voyez, vous avez des gens comme Accor-Hôtel qui sont déjà investis là-dedans, des gens comme Vinci ou la Sogeprom, dont les sièges sociaux sont construits sur ce modèle-là, des gens comme Campus Fasbourg qui font des parcs d'activité, des gens comme la Frey ou la Postimo qui font des centres commerciaux, Nexity qui fait le campus de formation de Deloitte ou d'autres qui font des logements construits sur ce principe circulaire, que ce soit la Sogeprom à Marseille ou la RTL à Paris. Donc, il y a déjà beaucoup de mètres carrés, mais qu'est-ce que c'est que 400 000 mètres carrés par rapport à 50 millions de mètres carrés? Donc, on voit qu'il nous reste un long chemin à parcourir. Et c'est aussi pour ça, pour qu'il y ait encore davantage de monde qui fasse partie de la solution, quels que soient les rôles de chacun, depuis l'investisseur jusqu'au facility manager, en passant, et c'est le sujet aujourd'hui, par les transformateurs. Donc, je vais laisser la main maintenant à Caroline et à Justine, et je vous souhaite un bon webinaire. Merci Eric. Donc, bonjour à tous. Donc, comme l'a dit Eric, aujourd'hui on parle beaucoup de tout ce qui touche à la pénurie de masques dans notre contexte de coronavirus, mais très peu de l'ensemble des ressources qui sont nécessaires par exemple pour fabriquer ces masques, mais aussi plus généralement de l'ensemble des pénuries de ressources qu'on va connaître prochainement si on ne change pas nos pratiques. Donc, je vais prendre par l'exemple avec cette infographie, l'exemple des panneaux solaires qu'on est en train de fabriquer pour essayer de produire de l'énergie renouvelable, donc pour pallier aux énergies fossiles. Ces panneaux solaires, aujourd'hui, on les fabrique à partir de l'indium, qu'on retrouve ici en 5e position, qui est une ressource non renouvelable aujourd'hui, qu'on ne sait pas forcément valoriser, et qui a on risque d'arriver en pénurie de cette matière dans moins de 20 ans. Donc, ça pose vraiment la question de, voilà, on essaye de faire de l'énergie renouvelable avec des ressources non renouvelables. Donc, comment pallier à ces problématiques? En parallèle de ça, nos poubelles débordent, c'est-à-dire qu'on génère de plus en plus de déchets. En 2016, on avait produit sur la planète environ 2 milliards de tonnes de déchets. Et en fait, si on ne change pas nos pratiques prochainement, on risque d'accroître d'ici 2050 de 70% cette quantité de déchets. Donc, on voit qu'on a ici une ambivalence entre d'un côté la pénurie de ressources et de l'autre côté nos poubelles qui débordent. Troisième constat, c'est qu'aujourd'hui, on ne maîtrise pas ou très peu la toxicité des produits que l'on fabrique et que l'on va introduire par exemple dans nos bâtiments. Donc, dans la fin des années 90, on a fini par interdire l'amiante parce qu'on a découvert que cette substance, que ce matériau était vraiment nocif pour l'homme. Mais aujourd'hui, on a encore énormément de soucis autour des CMR, donc les substances cancérigènes, mutagènes et reprotoxiques qu'on retrouve dans énormément de matériaux et de produits qui sont fabriqués aujourd'hui. De la même façon, on retrouve des problématiques autour des COV, donc les composants organiques volatiles, qui sont émis également par les produits
par exemple le mobilier qu'on met dans nos bâtiments. Donc on voit que la problématique de la santé est très présente aujourd'hui liée à ces notions de toxicité. Et donc finalement, aujourd'hui, on est vraiment dans le modèle linéaire, donc j'imagine que vous connaissez tous, du cradle to grave, donc qui veut dire du berceau au tombeau, qui consiste vraiment à extraire des ressources, fabriquer des produits que l'on va utiliser pour ensuite les jeter. Et dans ce modèle, on va essayer de faire une gestion des déchets la moins pire possible, j'ai envie de dire, mais qui va en général consister à incinérer ou à enfouir les produits qui sont en fin de vie. On est moins familier avec le modèle qu'on va appeler le modèle cradle to cradle, qui signifie du berceau au berceau, ou plus simplement l'économie circulaire, qui consiste à vraiment imiter la nature, s'inspirer de la nature, imiter la nature, pour faire en sorte que tous les déchets n'existent plus, qu'en fait la notion de déchet elle-même n'existe plus et qu'on considère que tout déchet est en fait une ressource. Ça veut dire que lorsqu'on va fabriquer et utiliser des produits, on va ensuite essayer, alors bien sûr, de les réemployer, de les réparer pour leur donner une vie plus longue ou de leur donner une seconde vie, mais d'imaginer même par la suite des vrais moyens de les upcycler, de conserver la valeur de la ressource pour vraiment les régénérer et donc faire en sorte de conserver, de créer des cycles infinis, quasiment infinis en tout cas, au maximum infinis, pour conserver ces ressources sur notre planète finalement. Et donc c'est là que notamment les transformateurs, et on va y venir plus tard dans la présentation, ont vraiment un rôle à jouer pour permettre cette régénération. Et c'est ce maintien de la valeur qui va permettre d'avoir de nouveaux modèles économiques et de réels économiques résilients qui permettent cette économie circulaire. Pourquoi appliquer cette économie circulaire au monde du bâtiment et construire des bâtiments circulaires? Tout d'abord parce que, donc, ce qu'il faut savoir, c'est que le bâtiment, c'est un métabolisme lent qui consomme énormément de ressources. Alors déjà parce que dans un bâtiment, on intègre énormément de produits et de matériaux, mais aussi parce que tout au long de la vie du bâtiment, on va renouveler, changer les constituants une fois, plusieurs fois, selon le type de constituant. C'est-à-dire que pendant les rénovations, on va renouveler les produits. Donc, en moyenne, surtout pour les bâtiments tertiaires, on peut considérer qu'on va renouveler jusqu'à 75% des constituants sur 30 ans. Donc, c'est énorme. Alors, bien sûr, encore une fois, on va plus souvent renouveler du mobilier, jusqu'à 7 fois par exemple, que des cloisons qu'on va pouvoir renouveler 2 fois par exemple. Mais voilà, on a beaucoup de ressources qui circulent dans un bâtiment tout au long de sa vie. De plus, comme Eric l'a dit tout à l'heure, on construit énormément en France. Donc, on construit jusqu'à 50 millions de mètres carrés chaque année, donc construction ou rénovation, ce qui constitue 35% des matières premières utilisées en France. Et le secteur du bâtiment produit aujourd'hui 70% des déchets français. Alors qu'en parallèle, la nouvelle loi pour la transition écologique pour la croissance verte impose qu'à partir de 2020, donc dès maintenant en fait, on valorise 70% des déchets issus du bâtiment. Donc, il y a souvent des chiffres aujourd'hui qui circulent et qui indiquent que ce 70% de valorisation, il est atteint, mais il est plus facilement atteint dans tout ce qui va être travaux publics grâce à tout ce qu'on va avoir en termes de sous-couche routière, valorisation des déchets en sous-couche routière. Mais dans le domaine du bâtiment, finalement, on se rend compte, et Justine en parlera tout à l'heure, que la traçabilité n'est pas forcément bien assurée et que ce pourcentage de valorisation est très rarement atteint finalement. Donc, pour pallier à tout ça et pour permettre cette valorisation, l'idée, c'est vraiment de passer pour le bâtiment de ce modèle linéaire où on va fabriquer des produits, qu'on va intégrer à des bâtiments et qu'on va jeter en fin de vie avec du coup des surcoûts pour les propriétaires des bâtiments qui vont devoir
payer cette gestion des déchets, à un modèle circulaire où on va pouvoir vraiment valoriser ces ressources qui auront gardé de la valeur. Donc là, on va vraiment chercher, dans ce modèle circulaire, à gérer les ressources, et je vais y revenir plus tard, tout au long de la vie du bâtiment pour identifier les bonnes filières, les bons acteurs, les bons transformateurs qui vont pouvoir transformer et régénérer les ressources. On a évalué tout au long de nos projets que l'on mène avec différents acteurs du bâtiment, que l'on peut aller jusqu'à 82% de régénération des produits des bâtiments en fin d'usage. C'est-à-dire que si on choisit bien, et je vais le développer juste après, nos produits et qu'on conçoit correctement nos produits, on peut régénérer 82% des composants du bâtiment, ce qui peut permettre d'obtenir pour les propriétaires une valeur ajoutée de 1 à 15% du coût d'investissement initial concernant les matériaux. Donc, c'est une valeur ajoutée importante et qui peut être permise par ce modèle circulaire. Alors, comment on peut construire ces bâtiments circulaires? Comment obtenir ces résultats? Le premier principe, ça va être de concevoir les bâtiments selon le concept de banque de matériaux. Une banque de matériaux, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on va déjà essayer de concevoir notre bâtiment de manière à ce qu'il soit démontable, que chaque produit intégré au bâtiment puisse être récupéré facilement car démontable. C'est un peu comme si on allait à la banque retirer de l'argent en fait. Et donc, à chaque fois qu'un composant va arriver en fin de vie dans un bâtiment, on va pouvoir le récupérer facilement sans avoir à détruire l'ensemble du bâtiment ou une partie du bâtiment. Et donc, va pouvoir être envoyé plus facilement dans ces fameuses filières de valorisation. Et donc, cet aspect démontabilité, il va être lié à ce qu'on appelle la caractérisation des composants. C'est-à-dire que pour savoir quoi faire du composant en fin de vie, il faut savoir quel est ce composant, de quoi il est constitué, qu'est-ce que je peux en faire par la suite. Et c'est pour ça qu'on va chercher dans un bâtiment circulaire à caractériser l'ensemble des constituants avec des passeports circulaires. Donc un passeport circulaire, c'est une carte d'identité du produit et qui va vraiment permettre d'avoir l'ensemble des informations nécessaires pour gérer le produit lorsque ce sera nécessaire. Le deuxième principe, c'est de sélectionner des produits qui vont être eux-mêmes circulaires pour permettre tout ça. Donc, des produits circulaires, qu'est-ce que ça va être? Ça va être des produits qui seront sains, non toxiques, donc notamment qui ne vont pas contenir de substances CMR ou COV comme je l'ai dit tout à l'heure. Des produits qui sont eux-mêmes démontables et qui intègrent des matières déjà recyclées ou rapidement renouvelables et qui peuvent être recyclables en fin d'usage. Et puis, ça va être des produits qui vont avoir des processus de production respectueux de l'environnement et de l'homme. Donc, ces produits, on peut les retrouver facilement si on regarde les produits qui sont certifiés Cradle to Cradle, puisque c'est une certification environnementale qui va évaluer justement les produits selon les 5 critères que vous avez à l'écran. Mais on peut aussi avoir des produits équivalents à la certification. On n'est pas obligé d'aller dans la certification Cradle to Cradle, bien sûr, pour avoir ce genre de produit. Et puis, le troisième concept, c'est, vous l'avez compris, de valoriser ces ressources usagées en fin de vie grâce au concept qu'on va appeler le concept de ressource management. Donc, le ressource management, c'est le fait de gérer les ressources en essayant de créer des écosystèmes, c'est-à-dire qu'on va avoir une vision écosystémique. On ne va plus seulement chercher à se dire, voilà, j'ai une ressource usagée, j'ai un déchet, je souhaite m'en débarrasser, je vais essayer de trouver quelqu'un qui peut le récupérer. Mais plutôt, on va inverser le modèle et on va se dire, OK, mon produit, il est arrivé en fin de vie, maintenant, que peut-il devenir? Qui a besoin de ce produit pour refaire de nouveaux produits? Et à qui je peux faire appel comme intermédiaire pour rendre cela possible? Et donc, on retourne vraiment le modèle. Le modèle circulaire, c'est un modèle qui va être tiré par la demande, le besoin en matière première secondaire. Donc, vous avez ici. Et qui va être ici.
Et donc le besoin va tirer la demande et on va remonter via des acteurs de la transformation jusqu'au gisement en ressources usagées qui constitue donc bien une ressource pour un nouveau fabricant, par exemple. Dans ce cadre de ces écosystèmes-là, le transformateur, ce qu'on va appeler un transformateur, c'est vraiment un acteur qui va avoir un rôle clé pour permettre justement cette régénération des ressources. Alors, qu'est-ce qu'on appelle transformateur? Ça va être tout type d'acteur qui va permettre de relier justement ces gisements de ressources usagées aux besoins en matières premières secondaires. Donc, ça va bien sûr inclure des acteurs de la transformation vraiment de la matière, donc recyclage, broyage, désassemblage, mais on va aussi avoir toutes les actions de logistique qui vont être nécessaires et qui vont souvent être un point clé pour rendre ces écosystèmes possibles. Donc tout ce qui va être tri, transport, collecte, stockage intermédiaire, massification, etc. Donc là, on a un exemple d'écosystème qui fait intervenir un certain nombre de transformateurs et qui permet de rendre résilient ce modèle et de régénérer les ressources. Donc, c'est un exemple d'un écosystème qui a été créé par un fabricant qui s'appelle Tarket pour la régénération des moquettes. Et donc, en fait, Tarket, qu'est-ce qu'ils ont fait? Donc, en fait, quand leurs moquettes arrivent en fin d'usage, elles peuvent être collectées par un premier transformateur qui va amener ces moquettes usagées dans une première usine de transformation où on va séparer la sous-couche de la moquette de la surcouche. Donc, la surcouche, ça va être le velours, les fibres de moquette qui sont en nylon, de la sous-couche. La sous-couche, elle va être traitée séparément, elle va être broyée pour pouvoir être réintégrée directement dans le processus de production de Tarket. Les fibres de nylon, elles vont, elles, être purifiées, puis être dépolymérisées avant d'être repolymérisées et donc de créer une fibre vierge à 100% recyclée qui sera elle-même réintégrée au processus de production de Tarket. Et donc là, on a bien un écosystème qui est tiré par le besoin de Tarket en ressources en nylon recyclé et qui permet de créer tout cet écosystème qui intègre quand même un certain nombre de transformations. Voilà. Donc, je vais passer la main à Justine qui va du coup détailler davantage quel va être le rôle dans tous ces modèles des transformateurs. Ouais, exactement. On aura un temps pour les échanges à la fin de ce webinaire, donc si vous avez des questions, il sera possible de les poser à la fin. Mais maintenant que vous avez tout le contexte sur ce que c'est que ce nouveau modèle circulaire dans le domaine du bâtiment, on va se poser la question plus précisément du rôle que joue un transformateur dans ce nouveau modèle. Donc nous, il y a 3 points qui nous paraissent importants à ce sujet. Le premier point concerne les aspects de transparence et traçabilité sur l'ensemble du flux de matériaux. Donc un transformateur qui est dans ce modèle circulaire, il ne va pas devoir uniquement se contenter de l'acteur qui est en aval de son activité et de l'acteur qui est en amont, mais il va devoir proposer donc une transparence sur l'ensemble de l'écosystème pour qu'en fait on puisse reconstituer le flux de matière dans l'écosystème en entier. Donc ça, c'est un premier point. Un deuxième point, c'est qu'il faut que le transformateur réalise qu'il est partie prenante en fait d'un écosystème circulaire global. Et donc là, on est vraiment dans une approche collaborative. En fait, nous, on parle d'écosystème parce qu'on calque en fait le modèle qu'on veut promouvoir sur la nature. Et dans le modèle que nous propose la nature, il y a une collaboration entre les micro-organismes qui vont découper les feuilles qui seront tombées d'un arbre pour refaire des nutriments qui vont à leur tour nourrir l'arbre qui va produire des feuilles, etc. Donc en fait, dans cette approche, le transformateur prend vraiment une approche collaborative et cette approche collaborative va faire qu'il va travailler avec des personnes qui vont faire des efforts au niveau du gisement, donc au niveau par exemple de la dépose des matériaux ou bien de la qualité des matériaux sélectionnés. Donc ça se passe au niveau de l'éco-conception dans le bâtiment. Et lui, il va être gagnant, donc le transformateur va être gagnant car il récupérera de la meilleure matière première. Je vais revenir sur chacun de ces points en détail par la suite. Et le dernier point qui nous paraît important, c'est le fait que le transformateur doit maintenir au maximum, autant que possible, la valeur de la ressource qui est transformée. Et là, on va distinguer les notions en fait d'upcyclage et de sous-cyclage.
parce qu'aujourd'hui, on a tendance à parler de recyclage, quelle que soit l'étape de transformation de la matière considérée, mais finalement, en faisant du recyclage, on peut soit maintenir la valeur de la matière, on fait de l'upcyclage, soit la dégrader, on fait du sous-cyclage. Et donc là, il faut que le transformateur fasse en sorte de maintenir au maximum cette valeur. Alors, pour revenir sur mon premier point, qui concerne la transparence et la traçabilité que doit proposer le transformateur, en fait, ça vient d'un constat qu'on a fait, nous, au cours de nos projets, notamment des projets de déconstruction sur lesquels on a intervenu en tant que AMO économie circulaire. On a été mandaté par des maîtrises d'ouvrage qui voulaient comprendre finalement ce que devenaient les différentes ressources usagées issues de leur chantier, parce qu'elles sentaient qu'elles avaient une responsabilité vis-à-vis de ces ressources usagées et qu'elles ne voulaient pas juste se contenter en fait de la réponse que leur donnait un gestionnaire de déchets sur le fait que la situation était gérée et que ces ressources étaient valorisées. Donc on avait vraiment là, dans le cadre des missions qu'on a menées, des maîtrises d'ouvrage qui avaient volonté de voir où allaient leurs ressources. Et on n'a pas été déçus, on va dire, par le travail qu'on a mené. Donc, on a mené une série d'entretiens pour un chantier donné, une série d'entretiens auprès du déconstructeur, auprès du collecteur de déchets et du centre de tri, et puis après auprès des différents exutoires de ce centre de tri. Et on a réalisé en fait qu'il y avait une opacité absolue dans cette chaîne de valorisation des déchets de ce chantier, et que le bilan qu'on a récupéré au niveau du chantier, le bilan final de valorisation pour qui concernait les déchets non dangereux, était complètement, on va dire, erroné par rapport aux informations qu'on a obtenues en menant notre enquête au niveau des exutoires. Je vais donner un exemple assez parlant qui est celui de DIB. Le DIB a été comptabilisé comme étant valorisé matière à 75% dans le bilan final du chantier. Ça nous a un peu étonnés. En s'adressant donc au collecteur, on a réussi à obtenir l'information de l'exutoire, du site d'enfouissement, en fait, tout bêtement, où étaient envoyés ces DIB. Et en contactant ce centre d'enfouissement, on a eu l'information qu'en réalité, 75% du biogaz qui était généré par la décomposition des DIB dans ce site d'enfouissement était valorisé en énergie verte. Donc en fait, on n'était pas du tout dans le cadre d'une valorisation matière. Il y avait une valorisation, bien sûr, mais ce n'était pas la valorisation qui était comptabilisée au niveau du chantier. Donc ça, en fait, c'est un exemple qui montre que aujourd'hui, il y a une opacité dans la chaîne de valeur de valorisation des déchets du bâtiment, et qu'en fait, c'est au transformateur de faire en sorte que l'information sur la valorisation réelle des ressources remonte correctement, et puis aussi qu'il soit en mesure de dire où partent les ressources qu'il transforme. Là, je vais prendre l'exemple de la ferraille. Il nous a été impossible de savoir où partaient les différents métaux qui ont été récupérés sur le chantier de déconstruction. Et donc ça, c'est vraiment quelque chose qui devrait gagner en transparence, parce qu'il paraît légitime que quelqu'un qui génère des ressources usagées puisse savoir où en fait ces ressources vont être réintégrées dans quel type de produit, par exemple. Donc ça, c'était le constat en amont. En aval, donc de l'écosystème, il y a un autre constat, c'est que les fabricants qui utilisent de la matière première secondaire ou des entreprises qui veulent utiliser des produits réemployés ont besoin de savoir d'où viennent les matériaux qu'ils utilisent. Et ça, on entre en fait dans un sujet alors qui peut être complexe d'un point de vue opérationnel, mais l'idéal, ce serait d'arriver même à avoir une traçabilité par batch, de pouvoir savoir que moi, ma benne de plâtre est bien partie chez tel recycleur de plâtre, et que c'est telle entreprise de fabrication de plâtre qui a pu, grâce à ma benne collectée sur le chantier, faire de nouvelles plaques de plâtre. Donc ça, ces constats nous amènent à identifier en fait des nouvelles opportunités. D'abord, c'est la possibilité pour les transformateurs de participer à de nouveaux marchés, puisque maintenant qu'on a des maîtrises d'ouvrage qui sont de plus en plus exigeantes sur les sujets de traçabilité sur leur chantier, elles vont imposer aux déconstructeurs ou aux différentes entreprises qui interviennent sur le chantier de déconstruction
de sélectionner avec soin les partenaires qui vont valoriser les ressources. Donc, un prestataire qui va proposer un système de traçabilité complet va être choisi, va être valorisé dans le cadre de ces projets où ces aspects environnementaux sont importants. De même, si on entre dans une approche écosystémique, en fait, un transformateur va nouer des partenariats qui seront plus durables, puisque peut-être qu'il approvisionnera un fabricant qui appréciera justement la transparence et la possibilité de traçabilité jusqu'au gisement initial que le transformateur pourra proposer. Et là, on entrera vraiment dans des modèles intéressants où la collaboration entre les acteurs seront une opportunité pour le transformateur. Maintenant, au sujet du deuxième point, qui donc parlait du rôle du transformateur en tant que partie prenante d'un écosystème circulaire global. Ça, c'est quelque chose qui est important parce que ça va tout d'abord permettre aux transformateurs d'obtenir un approvisionnement de meilleure qualité. Pourquoi? Si le transformateur fait partie d'un écosystème circulaire, ça veut dire que les parties prenantes en amont, donc au niveau du gisement, du bâtiment, vont être dans cette démarche de circularité et vont donc avoir construit des bâtiments comme des banques de matériaux. Donc ça, c'est ce dont Caroline vous parlait plus tôt. Ça veut dire que tous les matériaux du bâtiment vont avoir été caractérisés via ce qu'on appelle des passeports circulaires. Donc ça, c'est une carte d'identité en fait des produits qui sont installés dans le bâtiment, qui vont notamment mentionner la composition des produits. Donc ça va permettre à un transformateur qui travaillerait avec en amont des gisements issus de bâtiments banques de matériaux de savoir précisément de quelle matière il va récupérer. Ensuite, les produits qui seront installés dans des bâtiments banques de matériaux auront été des produits éco-conçus, c'est-à-dire des produits pour lesquels on aura pensé la fin d'usage dès la conception, et des produits qui auront été pensés pour le recyclage ou la réparation très en amont. Donc, l'utilisation de travailler avec des personnes des matériaux issus de bâtiments banques de matériaux va faire en sorte qu'on va récupérer plus de matière et de meilleure qualité. Et enfin, pour tous les sujets du tri et de la dépose, qui peuvent être un réel obstacle pour la valorisation matière des produits du bâtiment, si on construit des bâtiments avec des systèmes constructifs démontables, cette dépose et ce tri va être fait de manière très facile. Et donc, l'ensemble de ces 3 points va faire qu'un transformateur qui est dans cette démarche circulaire va récupérer un approvisionnement de meilleure qualité. Et si on part de ce constat, on va pouvoir commencer à réfléchir à des modèles économiques innovants et bénéfiques pour l'ensemble des parties prenantes de l'écosystème. Aujourd'hui, dans le modèle économique de gestion de déchets dans lequel on est, on a des transformateurs, enfin des gestionnaires de déchets qui vont souvent faire payer aux propriétaires du gisement pour traiter en fait leurs déchets. Pourquoi? Parce qu'au niveau du gisement, le tri est mal fait, on ne connaît pas forcément la qualité des produits, donc le transformateur va devoir faire des opérations supplémentaires qui vont avoir un coût, et donc qui va faire qu'il doit faire payer le propriétaire de gisement. Maintenant, si on inverse le problème et qu'on entre dans cette vision écosystémique, si le gisement est bien caractérisé et facile à déposer, eh bien, le transformateur va pouvoir en fait payer le propriétaire du gisement pour récupérer sa matière, parce que en fait, les matériaux installés dans le bâtiment auront une valeur résiduelle. Et à ce moment-là, on entre vraiment dans une boucle circulaire où il y a un modèle économique intéressant pour chacune des parties prenantes, avec un gain économique à toutes les étapes. Donc, il y a déjà des exemples qui existent aujourd'hui. Si je continue sur l'exemple de Tarkett, aujourd'hui, Tarkett a mis en place un système de reprise pour récupérer gratuitement ses moquettes usagées. Parce que comme ces moquettes ont été conçues, il peut les récupérer et ainsi les transformer pour récupérer de la matière première secondaire gratuite, en fait, et surtout de qualité. Donc là, on est dans l'exemple d'un modèle économique bénéfique à tous les acteurs de l'écosystème. Ce nouveau type de modèle, il est possible si il est géré par ce qu'on appelle nous un resource manager. Donc ça va être une personne qui va aider à monter l'écosystème, qui va surtout veiller
au respect du cahier des charges de chacun des acteurs de la boucle, parce qu'il faut que le gisement en fait, corresponde au cahier des charges du transformateur, par exemple. Et puis, c'est ce ressource manager qui va codéfinir le meilleur modèle économique pour l'ensemble des parties prenantes de l'écosystème. Donc, ce ressource manager, ça peut être soit une tierce personne, par exemple une maîtrise d'œuvre des constructions ou un chargé de mission territoriale. Ça peut aussi être, par exemple, une partie prenante de l'écosystème au niveau du besoin en ressources ou du gisement, par exemple. Maintenant, concernant le troisième point, qui parlait du maintien de la valeur de la matière transformée, c'est l'occasion de rappeler en fait qu'il y a plusieurs types de recyclage et plusieurs qualités de recyclage. Donc nous, on distingue l'upcyclage du recyclage classique du sous-cyclage. L'upcyclage, ça va consister à réintégrer des ressources usagées dans de nouvelles boucles en maintenant donc la valeur et la qualité de la matière. C'est-à-dire qu'on préserve à la fois la qualité de la matière et donc sa valeur économique. Le recyclage, qu'on a appelé recyclage classique, aujourd'hui, ça consiste plutôt à traiter un déchet aux frais du propriétaire. On a en général une perte de qualité. Et le sous-cyclage, là, on est vraiment dans un cadre où on va perdre la qualité de la matière. Donc nous, vraiment, on veut au maximum que ce soit de l'upcyclage qui soit fait en termes de transformation. Un exemple sera peut-être le plus parlant. Si on regarde les différents prochains usages possibles du verre, si pour du verre plat, on le transforme en verre plat, là, on va être dans le cadre d'upcyclage parce qu'on va garder la qualité initiale du calcin. Si on transforme du verre plat en verre creux ou en laine de verre, là, on va être plutôt dans du recyclage parce qu'on sait que le calcin, pour produire du verre ménager, est de qualité inférieure à celle du verre plat. Donc, on aura perdu un petit peu la valeur du produit, même s'il aura été valorisé en matière. Et enfin, on peut considérer que transformer du verre plat en gravat pour remblai de carrière, là, on est dans le cadre de sous-cyclage parce qu'on a perdu en fait la qualité de la matière initiale. Maintenant, on peut se poser la question sur le comment. Comment est-ce qu'on va déployer ces nouveaux modèles? Nous, le constat qu'on a fait, c'est qu'il faut s'appuyer sur des outils parce que vous avez compris qu'un écosystème, c'est quand même un certain niveau de complexité. Donc, il faut des outils numériques pour nous aider à gérer cette complexité. Là, je vais vous donner de l'exemple de la plateforme iUpcycla qu'on a développée nous, mais ça peut être évidemment réalisé avec d'autres types de plateformes. En tout cas, ce qu'on constate, c'est que pour rendre ce modèle possible, il faut qu'il y ait un bon tri en amont sur le chantier et une caractérisation fine des gisements. Nous, la solution qu'on propose dans MyUpcycla, c'est d'utiliser ce qu'on appelle un passeport circulaire. Donc, c'est la fameuse carte d'identité des matériaux dont je vous parlais précédemment. Et à partir de ce passeport circulaire, on va pouvoir créer des gisements de matière qui seront donc bien caractérisés lors de la dépose sur chantier. Il faut aussi une bonne caractérisation des besoins en matières premières secondaires ou des besoins en produits de réemploi. Et ça, de la même manière, on s'appuie sur ce qu'on appelle le passeport circulaire pour créer des besoins en matériaux. Et enfin, il faut qu'on réussisse aussi à caractériser précisément les étapes de transformation de la matière pour savoir et pour connaître les possibilités de transformation entre un gisement et un besoin. Et pour ça, il faut aussi les caractériser dans un outil. Et enfin, pour faire communiquer ces gisements, ces besoins et ces transformations, il faut utiliser un langage commun. Nous, la solution qu'on a trouvée, c'est de développer une nomenclature matière universelle qui permet en fait que les différents acteurs qui déclarent des gisements, des besoins ou des transformations parlent le même langage, puisqu'en fait, ils présélectionnent dans cette nomenclature les matériaux correspondant à leurs produits. Et ainsi, on peut faire en fait créer des écosystèmes de manière facilitée. Et il y a une possibilité de gestion de cette quantité de données importante qu'on va collecter grâce en fait, à des algorithmes qui sont là, dans notre cas, intégrés dans la plateforme et qui vont pouvoir faire associer un gisement à un besoin via une étape de transformation. Une fois qu'on a créé ces écosystèmes de valorisation, il faut évidemment pouvoir tracer, puisque l'objectif final, c'est de s'assurer qu'on a tracé ces ressources jusqu'à réintégration dans une nouvelle boucle de matière.
Et ça va être rendu possible dans un outil comme iOpsicléa par un système de notification et de déclaration où un acteur peut dire « Oui, j'ai bien reçu votre matière, j'ai bien transformé la matière et j'ai bien envoyé la matière à la partie prenante suivante ». Donc ça, c'est la manière dont nous, la solution qu'on propose en fait pour développer ce nouveau modèle circulaire, c'est de s'appuyer sur des outils numériques qui permettent de faciliter toute cette gestion. Pour résumer rapidement sur les bénéfices que j'ai déjà mentionnés, mais c'est intéressant de les rappeler. Les bénéfices pour un transformateur de rentrer dans ce modèle circulaire, c'est tout d'abord, comme je disais précédemment, d'accéder à de nouveaux marchés, puisque finalement, la transparence, la traçabilité, ce sont des choses qui sont en train d'être de plus en plus demandées par des maîtrises d'ouvrage, et donc qui sont imposées à des entreprises de déconstruction qui doivent trouver de meilleurs prestataires. C'est aussi l'occasion de développer des nouveaux modèles économiques résilients, où on sort en fait du paradigme du déchet, où on fait payer à un détenteur de gisement pour récupérer ces matériaux mal triés, mal caractérisés, pour au contraire acheter en fait des matériaux qui ont leur valeur puisqu'ils ont été triés et caractérisés. Et enfin, ça permet d'accéder à un approvisionnement de qualité puisque finalement, en entrant dans cette dynamique, on est mis en contact avec des gisements de ressources issus de bâtiments circulaires et donc qui seront de meilleure qualité et plus facilement valorisables. Je te laisse conclure, Caroline. Oui. Donc, comment vous pouvez prendre part, vous, en tant que transformateur, à ces écosystèmes, enfin même commencer, j'ai envie de dire, à prendre part à ces écosystèmes, ou bien, si vous n'êtes pas transformateur, parce que je sais qu'il y a certains d'entre vous qui ne sont pas transformateurs aujourd'hui, mais qui peut-être sont en contact régulièrement avec les transformateurs. Sur myUpsicléa, on a mis en place une base de données qui recense en fait un grand nombre en tout cas de transformateurs en France et même partout dans le monde et qui sont partagés à l'ensemble de nos utilisateurs et qui sont également intégrés aux algorithmes dont a parlé Justine pour du coup être intégrés plus facilement aux écosystèmes. Donc, ce qu'on propose avec myUpsicléa, c'est d'ouvrir des comptes gratuitement à l'ensemble des transformateurs qui le souhaitent, qui vont pouvoir venir renseigner à travers des formulaires prédéfinis les détails de leur transformation, donc quelles sont leurs capacités, de manière détaillée, qu'est-ce que vous acceptez en entrée, qu'est-ce que vous acceptez en sortie, sous quelles conditions, sous quelle qualité, où sont situés les sites de transformation, pour ensuite que vos capacités soient connues par l'ensemble de nos utilisateurs et puissent être intégrées à l'ensemble des écosystèmes qui vont être créés par les détenteurs de gisements de ressources usagées du bâtiment, par exemple, ou par des fabricants qui souhaiteraient obtenir des nouveaux approvisionnements en matières premières secondaires. Voilà, donc si vous êtes intéressé à renseigner ça, vous pouvez nous contacter à l'adresse qui s'affiche. Voilà. Et donc, il nous reste une dizaine de minutes si jamais certains d'entre vous avaient des questions à nous poser sur les différents sujets qu'on a abordés ou sur des sujets qu'on n'aurait peut-être pas abordés et que vous souhaiteriez discuter aujourd'hui. Donc, si vous avez des questions, je vous invite à activer votre micro pour pouvoir les poser. Et si vous n'avez pas de questions, je vous remercie en tout cas d'avoir été présent aujourd'hui et j'espère que ce webinaire vous aura apporté des informations qui vous serviront par la suite pour vos activités. Pour moi, c'est bon, hein. Merci beaucoup. Merci. Bon après-midi. Bon après-midi.